Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Les apprentis traders de la pandémie jettent l'éponge. Est-ce que c'est une bonne décision? Donc vous vous souvenez qu'aux alentours de 2020, par là, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur le marché. D'aucuns sont rentrés en utilisant des techniques, enfin en devenant, enfin, c'est pas moi, en faisant du DCA sur des entreprises à dividendes. D'autres sont rentrés pour être des traders, etc. Donc on va essayer de voir ici, en suivant l'évolution d'un petit panel de personnes ici. D'accord? C'est un article ici qui a été publié dans le journal, le Wall Street Journal, donc traduit ici en français. Donc une excellente nouvelle ici pour la famille. Ceux qui s'étaient passionnés pour la bourse pendant la crise sanitaire commencent à se lasser. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Point d'interrogation. On verra. Au grand soulagement de leurs proches, une partie des apprentis traders de la crise sanitaire sont en train de raccrocher les crampons. Conjoints, parents et enfants sont unanimes. Ils sont heureux de passer du temps avec les revenants, au moins autant que ne plus entendre parler de nuit et jour du moindre frémissement de la bourse et des crypto-monnaies. Je me reconnais là-dedans. Je me rappelle quand j'ai commencé aux alentours de 2010 par là avec le Forex, etc. Je parlais uniquement de Forex d'analyse technique. Uniquement Penny Stock Forex analyse technique. C'est drôle aujourd'hui. Maintenant, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que avant de revenir de remettre les pieds sur terre parce que j'étais déjà allé très loin, je pensais faire du 20% en moyenne par mois, etc. Donc j'ai commencé à penser que quand je regarde ça aujourd'hui de loin, je me dis que ça fait partie de la construction même de la personne que je deviens ici aujourd'hui. Donc il faut passer par là généralement pour rentrer sur les marchés, pour essayer de rechercher la bonne information sur les marchés, en tout cas quelque chose qui correspond à son tempérament. Parce que moi j'ai pensé à la fin de la journée que on est tous des personnes différentes, donc on a chacun à la fin, on aura chacun sa stratégie d'investissement. Ok? Donc, vous pouvez commencer par les cryptos ici. Demain, vous allez devenir peut-être un investisseur long terme, d'accord? Quelqu'un qui analyse essentiellement les bilans financiers ici avant de prendre une décision d'achat. Ce n'est pas exclu. Comme vous pouvez commencer par l'analyse fondamentale ici aujourd'hui et vous retrouver en train de faire de l'analyse technique demain. C'est très peu probable, mais ça peut également arriver. Ça dépend du tempérament de tout un chacun. Mais très souvent, les gens commencent par ce qui est plus facile. Enfin, il y a beaucoup de publicité également dessus. Donc, c'est pour ça qu'on parle jamais de trading. Tu trades, tu investis, tu trades, tu investis, tu spécules, tu investis. Il y a toujours un amalgame par rapport à ça. On continue ici. Le marché s'est effondré l'an passé, privant les petits nouveaux de leurs frissons quotidiens. Après avoir grimpé en flèche pendant la pandémie, le S&P a connu en 2022 sa pire année depuis 2008. Le Bitcoin, lui, a perdu 65% de sa valeur. Ah, pourtant en 2010, le Bitcoin existait déjà. Hein. Enfin, aux alentours 2012-2013 par là, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je pense qu'on était aux alentours des 300 dollars par là. Et vous savez que moi, généralement, le week-end, c'est la période la plus triste pour moi. Tout simplement parce que les marchés étaient fermés. Enfin, le dimanche, en Asie, ça commençait à ouvrir au niveau du Forex. Donc, je commençais à être content. Donc, le week-end, je revisais mes graphiques, etc. Je préparais mes trades. Mais franchement, si je vous dis que j'ai gagné quelque chose dessus, je vous mentirais. Donc, si j'avais connu le Bitcoin ne dort jamais. Donc, à la fin de la journée, je pense que j'aurais été plus heureux le week-end. Mais peut-être que je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui. Donc, il a fallu cet échec-là, entre parenthèses. Je ne dis pas que ça ne marche pas, que ça ne peut pas marcher pour quelqu'un, mais pour moi, mon tempérament ne colle pas du tout. Et la meilleure chose à faire pour vous, et souvent reconnaître quand ça ne marche pas du tout. D'accord? Moi, heureusement que je n'aime pas perdre de l'argent, d'accord? J'aime plutôt savoir pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent. Pas juste j'ai perdu de l'argent parce que voilà, je n'ai pas mis mon stop loss ou bien cette courbe a fait ceci, machin. Non, non, pas du tout. Je veux savoir que j'ai investi dans telle entreprise, tel élément était possible, tel élément n'était pas possible. Et je me suis dit qu'il y a de grandes chances que ça arrive parce qu'il y avait tel ou tel élément qui le prouve, par exemple, voilà, le vieillissement de la population, etc. Et je me suis trompé. Si je me trompe, au moins je saurais que les éléments que j'avais au début ici, voilà, j'aurais pu rajouter tel élément, enlever ceci. Et pour la prochaine fois, je dis bien pour la prochaine fois, parce que à coup sûr, le marché te donnerait une occasion d'investissement ici, peut-être similaire à ce que tu as eu précédemment, et tu pourras t'ajuster en conséquence en faisant le moins d'erreurs possible. Donc, je dirais que, est-ce que quitter le marché, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'abandonner le trading ici? Peut-être ou peut-être pas. D'accord? Mais en aucun cas, la personne ne doit quitter le marché. D'accord? Donc, il ne faut pas que ceux qui ont commencé en 2002, etc., soient déçus par les marchés actuels. C'est normal. En fait, ce que vous devez voir, ce sont les soldes. Sauf maintenant, réfléchissez uniquement en termes de qualité. D'accord? Donc, quand on voit les marchés ont grimpé, le 20%, on a la pire année depuis 2008, etc., c'est la première fois depuis 2008 qu'on a autant de soldes. C'est tout. Uniquement ça. D'accord? Sur le Bitcoin, etc., moi, je ne parle plus pour le Bitcoin. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne connais pas la valeur de cette affaire-là et je ne veux même pas en parler du tout. D'accord? Parce que je ne sais pas ce que je peux raconter de plus que, de plus que ça. D'accord?
Pour certains traders amateurs et leurs familles qui détenaient des sommes colossales en portefeuille au plus fort de l'euphorie boursière, et c'est ça qui est pire, et des sommes colossales dans quoi? Donc, c'est la poule aux œufs d'or qui disparaît. Techniquement, voilà, la façon dont on a abordé le marché également, c'est normal qu'on réfléchisse comme ça. Donc, quant à ceux qui avaient investi des sommes plus modestes dans les mêmes stocks ou des cryptos, les choses sont moins compliquées. Donc, il y a des gens qui sont arrivés full parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné une fois, deux fois, voilà, c'est facile. D'autres sont venus plus raisonnables, donc ils ont mis un tout petit peu d'argent, ils ont perdu, mais c'est moins compliqué pour eux, ça ne dérange pas, parce qu'ils étaient prêts à payer une certaine somme d'argent, d'accord? So, moi, j'ai fait une erreur, en 2010, en 2012-2013 par là. Un jour, j'en parlerai, mais c'était une très, 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 très grosse erreur. OK? Justement parce que je n'avais pas, comment dire ça? Je n'avais pas quantifié mon risque, en fait, mon degré de risque maximum. Donc, l'argent que j'ai eu à mettre sur les marchés était un argent dont j'avais réellement besoin. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite. J'en avais réellement besoin et j'ai commis l'erreur de mettre ça sur les... J'ai tout perdu. Donc, maintenant, si vous êtes un nouvel investisseur et si vous venez de commencer, ne pensez pas être riche du jour au lendemain, pensez à long terme. C'est le temps sur le marché qui vous permet de faire de l'argent à long terme si et seulement si vous avez investi sur les bons actifs, d'accord? Vous pouvez aller uniquement strict ETF, mais si vous choisissez d'être actif sur le stock picking, vous devez faire le travail nécessaire. Si vous sélectionnez vos actions uniquement en regardant les PER et les courbes, il y a de fortes chances qu'à long terme, ça ne fonctionne pas. Okay? Vous allez devoir vous poser les bonnes questions tôt ou tard. Parce que certaines entreprises que vous allez acheter aujourd'hui ont sans doute des bons PER, etc. pour permettre d'avoir vous présente de belles perspectives d'avenir sur l'année prochaine, mais ce n'est pas sur l'année prochaine que le marché regarde. Le marché est sur 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Si tu dis au marché aujourd'hui que dans 3 ans, cette entreprise disparaît, elle va valoir zéro aujourd'hui. Sûr et certain. Elle va valoir zéro aujourd'hui. On va commencer à la négocier comme si c'était déjà à la casse parce que personne ne veut se retrouver ici en train de porter, d'avoir les actions de cette entreprise à la dernière année. Donc, vu le risque que je prends ici, sachant que l'entreprise ici risque de faire faillite, d'accord, c'est une parenthèse, autant mieux aujourd'hui intégrer cette information dans les cours. Okay? Donc, c'est souvent ça ce marché-ci. Il est soit très optimiste, soit très pessimiste. Votre rôle en tant qu'investisseur à long terme est de garder un certain équilibre. Savoir quand il faut vendre, savoir quand il faut acheter. C'est facile à dire, mais ça vient avec la pratique. Quand je dis savoir quand il faut vendre, ça peut être parfois quand vous avez fait une erreur en termes sur la thèse de départ. D'accord? Il faut savoir également reconnaître et prendre ses pertes. Savoir quand racheter, par exemple, c'est quand voilà, vous attendez une entreprise pendant plusieurs années, vous vous rendez compte qu'en date d'aujourd'hui, d'accord, suivant tel ou tel part, imaginez par exemple qu'on vous sert du LVMH à 300 euros. À 300 euros, techniquement, vous savez qu'il y a de fortes chances que, si on reste uniquement sur le business model actuel, il y a de fortes chances que je récupère mon capital. Il faudrait uniquement une catastrophe extraordinaire pour que je perde mon argent. Ça pourrait arriver, cette catastrophe-là. Ça pourrait arriver. J'ai vu des éléments qui sont en train de changer. Bernard Arnault nomme ses enfants à la tête des différentes maisons ici. Donc, il pourrait mal gérer l'entreprise également. On ne sait pas. Ils doivent faire leurs preuves. C'est ceux qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le même succès que leur père. On le leur souhaite. En tout cas, du point de vue actionnaire, on le leur souhaite de vivement. Mais il faut également à un moment donné, si ça ne marche pas, il faut également qu'ils puissent reconnaître que, voilà, on a échoué. Vaut mieux donner ça à quelqu'un d'autre. Faut pas ils doivent pas, en fait, être, comment on dit ça? On veut pas un scénario à la Lagardère, en fait. Vous voyez? C'est pas parce que tu es le fils d'eux que tu peux être forcément meilleur dirigeant, aussi bon dirigeant que ton père. C'est très rare. C'est très, très rare, ce genre de choses-là. Mais on leur souhaite bonne chance. On continue ici. On m'a demandé de moins dire Désolé pour la personne en question, mais c'est comme ça que je parle. Je vais juste continuer. Et si ça ne vous arrange pas, changez de chaîne, malheureusement. Et ça ne sera pas plus grave que ça. Donc, on continue ici. Donc, Alan Garcia s'est lancé sur Webull Financial au début de la crise sanitaire quand il n'a plus réussi à gagner sa vie comme musicien. Donc, il s'est dit que le trading pouvait être une bonne chose, vu qu'en crise sanitaire, ici, tout était fermé, etc. C'est une très mauvaise idée. Généralement, c'est une très, très mauvaise idée.
Rapidement, il s'est retrouvé vissé à son ordinateur de 8h30 à 15h, gérant autour de $2000. Il a beaucoup misé sur les entreprises comme Electra Mechanica qui fabrique des véhicules électriques monopassagers avec un code ticker évocateur Solo. C'est drôle en fait parce que ça me fait penser, c'est un SPAC littéralement. Vous savez que cette période, il y a une période de SPAC ultime. On m'a demandé ici c'est quoi un SPAC. Un SPAC ici c'est voilà, c'est une coquille, c'est une entreprise ici voilà. On va dire que c'est une coquille vide qui est introduite, qu'on a introduit en bourse ici avec uniquement du cash et qui a pour rôle de racheter une entité. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que généralement quand vous voulez entrer en bourse, il y a tout un roadshow que vous devez faire présenter aux différents investisseurs pour faire mousser un peu vos actions. Mais en passant directement par le SPAC, en fait, vous ne faites pas ça. Donc, vu que moi, j'ai 100 millions, je vais aller racheter, par exemple, le magasin de mon quartier, l'introduire directement en bourse. C'est comme ça que ça se passe. Personne ne va vérifier quoi que ce soit. D'accord? C'est un avantage, comme c'est un gros inconvénient également. Généralement, c'est l'avantage pour le sponsor. Le sponsor, c'est généralement celui qui ouvre le SPAC, etc. Bref, vous allez voir ici que, voilà, Electra Mechanica. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je pense que, on regarde le revenu, si on va se dire, oh, croissance des revenus, c'est très bien, c'est très joli. Maintenant, la marge brute, qu'est-ce que ça donne? Boum, marge brute négative. Qu'est-ce que je fais ici sur la marge brute négative? Admettons même qu'on est même encore au début, ici, disons, quand on a introduit l'entreprise en bourse, nous étions peut-être aux alentours de 2020 par là. Il y avait rien d'extraordinaire déjà à cette période-là. Donc, on est rentré ici en 2017. OK, c'est 2017? Non, est-ce que c'est 2017? Ah, c'est drôle. Carrément en 2017. Ça paye également le SPAC, hein, parce que oui, ça c'est un SPAC 10. C'est généralement aux alentours des 10 qu'on les introduit généralement. Donc ici, on va se dire que cette entreprise est peut-être rentrée, disons, en 2018. Exagérons. On rentre à cette période-ci. Qu'est-ce que vous allez observer à ce niveau-ci? Donc vous allez observer ici que cette entreprise avait peut-être une marge brute assez élevée au début, mais la marge brute ici, elle est décroissante. Également, elle ne s'autofinance pas. Et je vous ai toujours dit que même si c'est une compagnie de croissance qui vous vend voilà, le next big thing, si elle ne s'autofinance pas, c'est bye bye, on reviendra uniquement quand tu pourras t'autofinancer. C'est tout. Ne perdez pas d'argent dans ce genre d'entreprise. Là, c'est facile, c'est 2 clics et on peut déjà savoir si on y va ou pas. D'accord? En 2 clics, je sais que non, ça ne m'intéresse pas. Même si tu as le meilleur plan au monde. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, quand je vois ce genre de choix-là, formez-vous les amis, formez-vous. On dit toujours, formez-vous, ça peut être formez-vous dans les livres également. Apprenez à évaluer une entreprise, apprenez à analyser les rapports financiers d'une entreprise. OK? Ça peut être chronophage, mais ça vous rapporte beaucoup d'argent, surtout si vous faites du stock picking. OK? Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais payer, mais vous allez moins payer que d'habitude. Au moins, quand vous allez payer, vous saurez pourquoi est-ce que vous avez perdu. Parce que ici, la personne va se dire que, oh, mais pourquoi ça continue à descendre? Pourtant, l'entreprise, c'est de l'avenir, etc. Les bêtises, pareil. Bref, on revient ici. Ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Franchement, je n'ai pas à critiquer la personne. Je sais que ça fait partie de l'apprentissage. On passe tous par là, tôt ou tard. Peut-être parmi vous, certains sont passés par là, certains sont encore à cette étape-là, mais tôt ou tard, on passe tous par là. D'accord? Et son obsession ne s'arrêtait pas à la fin de la journée de trading. Avec sa femme Adriana Rodriguez, tous les soirs, pendant 2 ans, il parlait investissement. Uniquement. Quand on dit il, c'est juste lui. Hein. Cet homme de 34 ans qui vit à Houston avait même pris l'habitude de regarder des vidéos sur le sujet au lit avant de s'endormir. Oh, je te comprends. Moi aussi, ça m'est arrivé pendant très, très longtemps. Maintenant, oui, je regarde des vidéos au lit également, mais généralement des vidéos, pas de trading, mais plus... Voilà, comment telle entreprise est devenue comme ça. Voilà, je peux peut-être regarder des interviews de Warren Buffett, des choses comme ça. Mais voilà, une fois qu'on a chopé le virus, il est là, hein, il ne disparaît pas. Tôt ou tard, il reste là en tout temps. À chaque fois que je marche, si je vais dans un supermarché, je vais acheter un produit, je regarde toujours à l'arrêt. Ah, qui fabrique ce produit-là? Ah, c'est Danone. Oh, j'ai pas d'action de Danone. Oh non, c'est pas une bonne. J'aime pas Danone en ce moment. Ou bien Unilever. Ah, oh, Coca-Cola. Ah, ou bien Pepsi. Ah, ils vendent beaucoup. Vous allez sur Pepsi, vous allez voir que les chips sont toujours vides. Ah, et tu te rends compte que le segment frito-lay rapporte énormément. Donc, voilà, j'aime ça en fait. D'accord? Tout ce qui m'entoure ici est susceptible d'être coté en bourse. Dernièrement, je me suis rendu compte que Focusrite, c'est un truc, je pense que c'est une console ici, un truc audio, un truc comme ça, Focusrite. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit ça, Focus. Voilà, c'est ça. Focusrite ici est coté en bourse. Pourtant, j'ai envie d'acheter cette interface audio depuis longtemps. D'accord? Donc, je voulais acheter cette interface-là quand on me disait que j'avais des problèmes de son ici. Et j'ai découvert que l'entreprise était cotée en bourse. Donc, à défaut peut-être d'acheter l'interface, j'aurais pu investir dans la compagnie. Mais bon, c'est pas comme ça m'intéressait. Mais voilà,
Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse, un peu comme Logitech, qui fait beaucoup de travail également pour l'économie des créateurs de contenu ici. Logitech qui a souffert dernièrement. Et si vous vous rendez compte, et si vous vous rappelez, on a parlé de Logitech ici il y a quelques mois sur une de nos vidéos, d'accord? Donc Logitech, on s'était dit qu'attention, Logitech a énormément gagné pendant la période de la pandémie ici, donc il faut faire attention. Les résultats actuels peuvent diminuer. J'espère que certains après cette vidéo-là, n'ont pas investi sur Logitech. Ou bien, s'ils l'ont fait, ils ont modifié au moins leur pourcentage de portefeuille investi dessus. Donc, on était aux alentours, il y a 5 mois qu'on l'a fait ici. On continue. Donc, je comprends la personne ici à parler d'entreprise, même au lit, ou bien à regarder des vidéos dessus, même au lit, je comprends parfaitement. Donc, on passe tous par là. En tout cas, moi, je suis passé par là. Donc, je me reconnais dans ses propos-ci. C'est peut-être pour ça que je l'ai présenté ici aujourd'hui. Donc, il était là, sans être là, sous son épouse. Ah oui, ma copine du moment à cette époque-là se plaignait énormément. J'étais toujours sur mon ordinateur. Les amis, vivez. Il faut essayer de vivre. Une fois que c'est fermé, les marchés déconnectés, vous allez marcher dans la forêt. C'est difficile à faire, mais bon, ramenez quand même un petit podcast si ça vous aide. Donc, début 2022, la faute à un pari raté sur des options, Alan Garcia a perdu la totalité de son portefeuille. Après une soirée de déprime, il s'est réveillé le lendemain avec le sentiment d'être libéré. Quant à sa femme avocate, quand sa femme avocate est partie travailler, il a sorti ses instruments et a joué de la musique au lieu de surveiller la bourse. Depuis ce jour, il n'a plus rouvert son application de trading. C'est une bonne chose. Et déjà, premièrement, faites attention aux options, les amis. Faites attention aux options. C'est déjà assez compliqué d'investir sur des actions individuelles. N'imaginez même pas les options. Et je sais que sur la sphère francophone, on vous parle énormément d'options ces dernières années, mais faites attention aux options. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais bon, à la fin de la journée, vous pouvez également être bon dessus. Mais n'ayez pas des attentes extraordinaires dessus. D'accord? Le lendemain, le sentiment de guerre. Donc, après ça, il a déprimé. C'est normal parce qu'il a perdu une énorme somme. Moi également, j'ai déprimé. Je pense que je suis passé par un sentiment de déprime après que je me sois rendu compte que c'est quelque chose c'est une stratégie qui n'allait pas fonctionner avec moi. Donc, le trading n'allait pas fonctionner avec moi. J'ai déprimé pendant, je pense, un bon 3 à 6 mois par là. Je ne voulais plus entendre parler de courbes, etc. C'est peut-être de là que vient mon dédain profond pour l'analyse technique. Je ne dis pas que l'analyse technique ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, mais franchement, je sais une chose, c'est qu'à long terme, là, je peux faire encore savoir dans quoi j'ai investi de manière fondamentale, pas juste sur le plan quantitatif, mais fondamentalement qualitatif. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait, les perspectives d'avenir, la taille du marché, le dirigeant gagne combien, quels sont les objectifs par là, quels sont les risques à court terme ici, ça s'est passé comment le trimestre précédent, pas juste suivre la... En fait, même si vous faites même de l'analyse technique, faites encore le suivi de tendance, c'est encore mieux. Mais je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir devant mon ordinateur toute la journée par là, d'accord? Donc, moi, j'aime acheter une entreprise, je me dis que bon, j'attends le prochain rapport financier ici. Ou bien, indépendamment, si ça va mal, je dis ok, on attend le prochain rapport annuel alors. C'est ce que je préfère, moi, personnellement. Donc, mais quand on perd de l'argent comme ça, on passe vraiment par cette période de déprime-là. Et si vous commencez à vous rendre compte que vous êtes déprimé à cause de votre portefeuille, je pense que c'est le moment de changer quelque chose. Ça peut être un signe. Ça peut être un signe que votre corps vous envoie... Enfin, oui, c'est ça. Votre propre corps vous envoie des signes. D'accord? Ça peut vouloir dire que l'entreprise dans laquelle je suis présentement, là, si je dors mal la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je ne dis pas, ne vous fiez pas totalement à vos instincts quand vous investissez, mais parfois, ça peut être également une bonne chose d'écouter, surtout quand on est très mal à l'aise. Quand parfois on est très mal à l'aise avec une action ou bien une entreprise, ça veut parfois dire qu'on n'a pas assez fait ses devoirs. OK? Donc, on continue. Adriana Rodriguez est ravie. Son mari reconnaît que c'est une bonne chose, ou presque. On est tellement plus heureux maintenant, concède-t-il, mais un jour, je récupérerai ces $2000. Moi aussi, je l'ai dit. J'ai fini par les récupérer, mais pas en faisant du trading. Ce n'était pas $2000 non plus. Donc, le trading est entré dans le quotidien des Américains pendant la crise sanitaire. Coincés à la maison et aidés par les diverses aides publiques, ils se sont lancés pour passer le temps. Grâce aux nouvelles applications, les débutants ont pu négocier des tickets depuis leur téléphone. Oui, la gamification du stock de l'investissement, c'est une bonne chose, comme c'est également une mauvaise chose, parce que ça ramène beaucoup de monde, c'est très ludique. Mais quand les gens sont déçus, ils peuvent quitter les marchés pendant très très longtemps. Si vous êtes déçus par les marchés actuellement, les amis, ce n'est pas parce que les marchés sont truqués ou quoi que ce soit. C'est peut-être parce que votre méthode d'investissement n'est pas bonne.
Il y a peut-être quelque chose qu'il faut juste changer de votre côté. Ça peut également être par rapport à votre tempérament. Vous êtes peut-être quelqu'un qui devrait uniquement aller sur les ETF. D'accord? Il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Sur les ETF, vous faites du DCA tranquillou. Et encore, un ETF de qualité. Pas besoin d'avoir 400 000 ETF dans le compte. Hein. Un seul suffit. D'accord? Un seul suffit. Un ou deux, vous restez tranquille. Prenez des ETF qui ont une longue durée de vie, qui existent depuis au moins une dizaine d'années, qui ont au moins traversé une crise économique. D'accord? Une récession. Pas des ETF qui ont été créés il y a 3 jours, ou bien il y a 3 mois, ou bien pour le next big thing. Non, pas du tout. Prenez des ETF qui couvrent l'ensemble du marché généralement. Simple. OK? So, on continue ici. Donc, grâce aussi au que les gars me font leur téléphone simple et rapide avec en bonus un esprit de communauté qui s'est développé sur les forums. En 2021, les petits nouveaux ont plébiscité les mêmes stocks faisant mordre la poussière aux hedge funds. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur les mêmes stocks de GameStop sur Netflix? C'était très intéressant à aller voir. Même le documentaire sur Madoff qui est sorti dernièrement, j'ai presque eu pitié de lui parce qu'il s'est très mal fini. Il a tout perdu. Tout ce qu'un homme ou bien tout ce qu'un être humain va avoir dans sa vie, il a tout perdu. Tout sans exception. Ses 2 fils sont morts, sa femme a perdu sa maison, devenue presque SDF, après avoir connu le succès, après avoir connu comment dire ça, la vie de luxe à l'extrême. Vous voyez comment un homme peut finir. Et aujourd'hui, ses cendres sont où dans le bureau de son avocat. Personne ne veut les récupérer. Vous voyez à quel point le monde est méchant. Enfin, pas que le monde est méchant, mais voilà quoi. À un moment donné, on est satisfait du mal qu'on fait aux gens ici aujourd'hui, mais on ne sait pas à quel point ça peut se retourner contre nous. Donc, j'ai presque eu pitié de Madoff. Presque. Donc, aujourd'hui, et contrairement à ce qui s'était produit lors des précédents passages à vide, les investisseurs individuels conservent leurs positions, mais beaucoup optent pour des stratégies d'achat-conservation et renoncent à gérer leur portefeuille de façon très active. Les volumes de trading moyens des courtiers qui travaillent avec des particuliers ont d'ailleurs fortement baissé. Et ça, c'est une bonne chose. Cette partie-ci est très, 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 très importante. Ils sont certes, contrairement à ce qui s'était passé les années précédentes, ils restent sur les marchés. Et c'est ça qui est bien. Vous savez que j'ai un dédain profond pour le DCA. J'ai un dédain profond pour le DCA. Mais il y a une chose que le DCA apporte, c'est le sentiment que, d'accord, le sentiment que plus on reste investi sur les actions de qualité, enfin sur les actions à long terme, plus on met quelque chose, plus on va gagner de l'argent. Donc ça ne va pas se faire en 1 an ni 2 ans, ça va se faire sur le long terme. Donc on peut avoir une baisse ici et cette baisse-là peut être synonyme de renforcement. Mais le DCA, vous savez également qu'il faut souvent ajouter une certaine nuance. Le DCA dogmatique, qui veut juste que j'ajoute la même somme chaque mois sur un ensemble d'entreprises ici, ne marche pas du tout. D'accord? Vous allez peut-être vous rendre compte de ça à très très long terme. Il faut uniquement ajouter, renforcer les actifs qualitatifs qui sont encore sous-évalués et parfois se débarrasser de ceux qui ne sont plus, qui ne sont plus des opportunités en date d'aujourd'hui. Donc il y a cet arbitrage-là à faire parce qu'il n'y a aucune entreprise ne doit être détenue jusqu'à la fin des temps. C'est très rare. Parfois on prend l'exemple de Coca-Cola de Buffett. Coca-Cola est une entreprise de croissance quand il a acheté la compagnie. C'était une compagnie de croissance. Apple était une compagnie de croissance. Faites très attention. American Express également. Faites très attention. Il ne faut pas juste regarder le dividende ici aujourd'hui, mais son prix d'acquisition est tellement bon aujourd'hui que ça serait totalement... ça ne vaut pas la peine de revendre l'entreprise, de vendre les actions de Coca-Cola. Ça n'a aucun sens. La somme qu'il récupère sur Coca-Cola ici aujourd'hui est peut-être l'équivalent de ce qu'il a investi il y a plusieurs années, ou bien la moitié, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, juste avec ces dividendes-là, il bat le marché en moyenne, juste avec le dividende de Coca-Cola, s'il ne possédait que du Coca-Cola, d'accord, mais c'était avant tout une compagnie de croissance qu'il a su acheter au bon prix et qui a continué à croître année après année, d'accord, tout en augmentant le dividende. Donc, ça dit que c'est la croissance et la stabilité des bénéfices nets qui nous permet d'avoir un dividende assez élevé dans le futur. Ce n'est pas le fait qu'elle augmente son dividende depuis 50 ans. Ça ne veut pas dire que les 50 prochaines années, ça va continuer. Pas du tout, surtout quand on se retrouve ici avec un dividende ici de 2%, un payout ratio de 50%. Techniquement, il y a 4% maximum que vous allez avoir. Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans 4% quand votre livret A aujourd'hui est à 3%? J'avais oublié cette partie-là. Le livret A est à 3%. Peut-être que maintenant, quand vous allez investir dans une compagnie qui verse des dividendes, donc, qu'on appelle généralement ici l'investisseur prêteur, parce qu'il sous-entend qu'en donnant de l'argent à l'entreprise, c'est un prêt et le prêt, il est rémunéré sur le dividende. Donc, l'investisseur prêteur ici aujourd'hui va recevoir à peu près 3% par an. Si vous recevez 3% par an aujourd'hui, vaut mieux encore aller mettre votre argent dans le livret A. C'est encore mieux. OK? So,
Maintenant, quand vous allez essayer d'investir dans une compagnie qui verse des dividendes, posez-vous la question à savoir, par rapport à mon prix d'acquisition ici, si on me verse la totalité des bénéfices nets, qu'est-ce que j'aurai comme rendement? Donc, c'est une bonne chose que ces gens-là ne quittent pas les marchés. Et si vous êtes également parmi ces personnes-là, ne quittez pas les marchés. Pas du tout. C'est même peut-être le moment de commencer à investir sérieusement. Tout maintenant, il faut reconnaître à peu près, si vous choisissez de faire du stock picking, faites le travail nécessaire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, allez prendre des ETF qualitatifs. Vous n'avez pas besoin de 400 000 ETF. Vous pouvez prendre un ETF monde et vous restez tranquille. Vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, un ETF S&P 500 ou bien Nasdaq et rester tranquille. D'accord? On continue ici. En 2021, Vincent Major, 36 ans, a été nommé directeur du marketing d'un spécialiste des portefeuilles de crypto-monnaies. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, il inondait sa mère, Vicky, 66 ans, de ses réflexions sur les cryptos et sur comment le secteur allait révolutionner le système financier. Voyons. Donc, l'avis de sa génitrice, insupportable. Responsable du suivi des jeunes délinquants à Phoenix, elle a demandé à son fils d'arrêter de lui casser les pieds, ce qui a donné à Vincent Major l'idée d'une conférence baptisée « Ma mère déteste votre projet et le mien ». Donc, bon garçon, il a quand même compris le message et a cessé de parler de crypto-monnaie quand il appelle sa mère sur FaceTime le matin, mais à force de lui parler de monnaie virtuelle et en faisant des efforts pour être compréhensible, il a convaincu d'acheter de l'Ether et de stocker dans un portefeuille virtuel vendu par son entreprise. Ah mon Dieu! Enfin, c'est sûr qu'elle a été raisonnable. Après une chute d'environ 40% par rapport à l'été 2021, date à laquelle elle a investi, elle possède aujourd'hui environ 14 000 $ en Ether. Son fils qui vit à Los Angeles explique que son propre portefeuille de crypto s'inscrit en hausse parce qu'il a commencé à en acheter en 2015 quand les cours étaient très bas. C'est toujours l'histoire qu'on raconte. Donc, si tu commences aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, tu vas te retrouver au même niveau que moi, ou bien pas. N'oubliez jamais cette hypothèse-là aussi. Donc, Vicky Major est convaincu que son fils sait de quoi il parle. Ah oui, comme Madoff. Non, mais je ne dis pas que Vicky Major, c'est comme Madoff, mais voilà. Ils sont toujours convaincus. Donc, même si au départ, elle trouvait son discours passablement soporifique, il est très intelligent, affirme-t-elle. Mais voyons, moi aussi, ma mère pense que je suis très intelligent. Quand la COVID-19 a frappé, Marvin Lahoud, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, c'est lui aussi plongé corps et âme dans le trading, à qui il a consacré jusqu'à 10 heures par jour. Oh mon Dieu. Salarié d'une société de BTP de Boston, il s'est installé aux États-Unis en 2017 après avoir quitté le Liban. Casque sur la tête, il écoute CNBC en faisant le ménage. Ah non, non, non. Ça, c'est peut-être l'erreur à faire. Pas la peine d'écouter CNBC, les amis. Évitez la presse, les médias spectacles à la BFM. En fait, c'est pas que BFM, c'est un mauvais média, mais il faut souvent savoir qui est-ce que vous allez écouter. D'accord? C'est important de savoir qui est-ce que vous allez écouter. Parce que si vous suivez les mauvaises personnes, vous allez avoir tendance à être influencé par ces personnes-là. Comme je l'ai dit tantôt, il faut rester optimiste. Je prends un exemple. Si je continuais à suivre, je ne dirais pas les noms, mais les personnes qui ont toujours été pessimistes depuis 2008, je n'aurais jamais gagné d'argent. D'accord? Je n'aurais jamais peut-être investi. Et laissez-moi vous dire que je suis quelqu'un qui j'aime aller regarder voilà, quand je vois une mauvaise nouvelle, j'aime aller cliquer dessus pour voir, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais j'ai appris également à m'éloigner de ce genre de choses-là. Donc, quand je vois ici que l'inflation continue d'augmenter, ils vont nous virer, ils vont augmenter les machins, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai pas envie de gâcher mon mood. D'accord? Donc, je continue à me concentrer sur voilà, ce qui peut être positif, d'accord, dans la journée. Sinon, ça peut avoir un impact considérable sur moi-même. Donc, sa femme Suzy, donc la femme de Marvin Lahoud, s'est elle aussi intéressée au monde de la bourse pensant que ce serait une lubie passagère, comme elle en avait eu pour la photographie et les jeux vidéo. Donc, la berceuse de leur petite fille, une chanson qui parle d'investissement. C'est toujours chouette de le voir se passionner pour quelque chose, sourit Suzy Lahoud, qui planche en parallèle sur sa thèse de doctorat, mais ça n'a pas toujours été facile parce que ça lui prenait énormément de temps et d'attention. Voilà, je comprends. Les amis, accordez beaucoup d'attention à vos familles, c'est plus important que toute autre chose. Une fois que le week-end arrive, accordez-leur au moins le week-end. Donc, en février 2021, elle a annoncé à son mari qu'elle attendait leur deuxième enfant. Ce jour-là, le portefeuille de Robinhood de Marvin Lahoud frôlait le $1 000 000. Ah ouais! Sur Reddit, il a posté une capture d'écran de son solde et la bonne nouvelle. C'est bon, la retraite anticipée approche. Je vais pouvoir passer du temps avec mes enfants, affirmait-il. Quelques 2000 personnes ont commenté sa publication. Il était alors riche.
sur le papier. Début 2022, ces investissements ont commencé à perdre de la valeur et ces plus-values de 2021 lui ont coûté très cher en impôts. Marvin Lahoud a renoncé au trading. Oh là là, Marvin. Oui, ça arrive. Ça arrive. So, moi, je dirais, je ne sais pas, est-ce que Marvin a été gourmand? Point d'interrogation. Donc, on continue ici. Sans argent à gérer, l'esprit moins occupé, il s'est senti déprimé pour la première fois de sa vie. Il s'est donc fixé un nouveau but, faire des recherches sur l'année 536 après Jésus-Christ, censé être la pire de l'histoire selon un professeur de Harvard. Une éruption avait alors plongé une grande partie du monde dans le noir, provoquant une famine généralisée. Ces lectures l'ont aidé à se sentir mieux. Mes problèmes sont de petits problèmes et il faut profiter de la vie. Fin des fins, profitons de la vie, les amis. Le trading, c'est bien, mais si c'est trader pour avoir 10... Trader, vous travaillez 8 heures dans la journée, vous passez 10 heures devant les écrans, vous dormez combien? Il vous reste combien? Il vous reste 6 heures de temps à dormir. Et je ne pense même pas que voilà, c'est tout à fait... Vous ne dormez même 6 heures parce qu'il y a encore peut-être 2 heures de temps quelque part que vous allez passer dans les transports, etc. Donc, si vos investissements vous empêchent de dormir la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. D'accord? Ça veut dire ne négligez pas ce signe-là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Peut-être qu'il y a une entreprise qui, selon moi, qui me met mal à l'aise. Donc, débarrassez-vous-en. D'accord? Peut-être que le stock picking n'est pas fait pour vous. Et je l'ai toujours dit, il n'y a pas de problème par rapport à ça. De toutes les façons, vous allez battre 90% des personnes qui font du stock picking. Peut-être même 95 ou 96 ou 99% de ces personnes-là. OK? Donc, peut-être que moi également, vous allez sans doute me battre également en achetant des ETF. C'est ennuyant, mais c'est plus rémunérateur à long terme. En termes de tranquillité d'esprit, vous n'allez pas vous casser la tête. Ça vous passe en moyenne, mensuellement, vous allez passer 1 heure de temps à tout casser dessus. À tout casser dessus. OK? Alors que moi, les rapports trimestriels, je dois les lire. Les rapports annuels, je dois les lire. Et je ne parle même pas, je parle juste de mon portefeuille personnel. Je ne parle même pas aujourd'hui de l'activité que je mène, à savoir de faire des vidéos YouTube, où parfois je dois aller lire des rapports sur des entreprises qui ne m'intéressent même pas. OK? Donc, la chance que j'ai peut-être, c'est parce que je sais exactement où est-ce qu'il faut aller regarder rapidement pour essayer de donner la meilleure information possible. Mais je sais également que cette information-là peut être incomplète parce que je me fie et je devrais également prêter attention aux petits caractères. OK? Donc, ceux qui perdent de l'argent aujourd'hui, ou bien ceux qui ont commencé à trader, ou ceux qui sont en train de réfléchir, les amis, changez peut-être quelque chose dessus. Mais sinon, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement. Un abonnement à la newsletter gratuite également, qui est en description dans la description de cette vidéo aussi. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Sinon, gardez le moral. D'accord? Si vous êtes en plein doute en date d'aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Et c'est tout à fait normal. Nous passons tous par ce processus d'apprentissage-là. Vous ne serez pas la première personne, vous ne serez pas la dernière personne. Regardez votre évolution ici sur les prochaines 5 ans et j'espère que vous allez faire les changements nécessaires en date d'aujourd'hui. Merci.